Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité ce jour, le Bénin, à l'instar des pays du monde entier, a célébré la 33e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Les détails dans un instant. Formation des mécaniciens auto dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche à Lokossa. La ministre Toyin Fodé est allée s'enquérir de leurs conditions de travail. Et hors de nos frontières, crise monétaire en Turquie cette année, le livre turc a perdu plus de 40% de sa valeur par rapport au dollar américain. C'est tout pour le sommaire. Le développement dans un instant. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotenyo, par signature de son secrétariat général, vient de suspendre l'arrêté du préfet Alain Sourou-Orunla portant réorganisation de la circulation de véhicules de transport de marchandises et des usagers en direction du marché d'Antokpa. Dans le courrier adressé au préfet du littoral, il lui est demandé, je cite, de bien vouloir rapporter ce taxe sans délai à travers tous les canaux grand public de communication pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Dans le même courrier, l'information est portée à l'attention de Alain Sourou-Orunla qui lui a, je cite, désormais interdit de prendre toutes sortes d'arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Fin de citation. La communauté internationale a célébré ce 1er décembre la 33e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Au Bénin, l'événement a été marqué par une célébration qui a réuni les acteurs de la lutte contre cette pandémie au Palais des Congrès de Cotonou. Le compte rendu avec Samson Oké. Aux inégalités, mettons fin au sida, mettons fin aux pandémies au Bénin. C'est le thème autour duquel se sont articulées les différentes activités dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Une occasion pour les acteurs de fédérer les énergies pour une lutte efficace contre cette pandémie. Cette 33e journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion de renforcer les synergies avec le programme conjoint des Nations Unies pour se projeter dans les cibles de la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026, ainsi que la nouvelle déclaration de politique sur le VIH et le sida. Durant la dernière décennie, le Bénin a fait d'énormes progrès dans sa lutte contre ce fléau. Des efforts ici salués par des partenaires techniques et financiers. Au nom du système des Nations Unies, je profite de cette tribune pour saluer le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, ainsi que tout son gouvernement, pour avoir non seulement bien géré la crise sanitaire liée à la COVID-19, mais aussi pour avoir maintenu une réponse efficace aux autres épidémies, y compris le VIH-Sida. Au cours de la dernière décennie, le Bénin a fait des progrès dans la lutte contre le VIH et le sida. Il a réussi à réduire de moitié les nouvelles infections par le VIH entre 2010 et 2020. Le pays a également réduit de 23% le nombre de décès dus au sida et a réussi à placer 70% des personnes vivant avec le VIH sous traitement. Au nom du ministre de la Santé empêché, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a rappelé quelques statistiques épidémiologiques liées au VIH-Sida au Bénin. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts. Les données épidémiologiques montrent que l'infection par le VIH au Bénin s'est stabilisée autour de 1,2%. Dans la population générale. Les données officielles publiées par l'ONU-SIDA indiquent une régression de 15% des nouvelles infections à VIH au Bénin depuis 2010. Ces publications viennent conforter les estimations qui montrent que les nouvelles infections reculent dans tous les départements au cours des 5 dernières années. Le gouvernement s'attelle à honorer ses engagements
notamment dans l'acquisition des intrants pour la prise en charge des PV-VIH et l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Au cours de cette 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, les lauréats du jeu concours Stop Sida, ce ne sera pas sans moi, ont été distingués et primés. De la commune de Cotonou, allons vers une autre avec le ministre de l'Énergie, Don Jean-Claude Oussou, qui a effectué une visite sur le site de construction de la centrale photovoltaïque d'Iloufoni dans la commune de Kombé le mardi dernier afin de constater l'état d'avancement des travaux un an après son lancement. Le maire Simon Dinan a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement et exprimer le sentiment de joie de la population de la commune de Kombé pour ce projet qui est passé de la phase théorique à la phase pratique. Il rassure de l'engagement du conseil communal pour l'aboutissement du projet qui va révolutionner la vie de ses administrés. De la séance du ministre de l'Énergie et de sa délégation avec les responsables des entreprises engagées, il ressort de la présentation conduite par le gestionnaire du projet solaire d'Efisol Senzio, M. Bagri, que le taux d'exécution des travaux est d'environ 60%, avec un léger décalage qui est dû aux effets néfastes de la COVID-19 qui ont joué sur la fourniture des équipements par les fabricants. Le ministre invite pour finir les entreprises à redoubler d'efforts et d'ardeur dans le travail. Il exhorte à un respect strict du cahier de charges. Le ministre des Affaires sociales de la microfinance a quant à elle effectué toujours le mardi, mais une descente au garage municipal de Lokossa. Véronique Toinfodé est allée s'enquérir des conditions de déroulement de la formation des mécaniciens auto dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche. Jonas Bouchi pour le point. Aujourd'hui, ils sont des mécaniciens auto-professionnels sélectionnés pour prendre part à cette formation dans le cadre du renforcement de capacité des artisans. Une formation qui se déroule au garage municipal de Lokossa. C'est une formation donnée aux artisans garagistes dans le cadre de renforcement de leur capacité. Une formation initiée par Arche en partenariat avec CFAO, Motors Bénin, et l'Université de Vendée. Il y a des questions d'importance par rapport au travail qu'ils font au niveau des garages, sur lesquels nous revenons et nous leur donnons des précisions quant à la qualité de telle ou telle opération à mener dans les garages. Ce renforcement de capacité des artisans est un volet du projet social Assurance pour le renforcement du capital humain dont se charge le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il y a un an exactement, nous lancions le volet formation du projet Arche, ici même à Lokossa. Depuis ce lancement, la mise en œuvre s'est poursuivie à travers la formation des membres des comités locaux au niveau de chacune des communes retenues pour la phase pilote de ce volet formation. Et là, maintenant, c'est le tour des mécaniciens auto. Il y a déjà une première vague qui a fini, donc c'est la deuxième vague qui est en cours et les autres vont suivre. Les formations sont gratuites pour les bénéficiaires, prises en charge par Arche, auxquelles s'associent certains partenaires techniques et financiers. Cette formation rendra ces artisans plus efficaces dans leur pratique pour leur épanouissement socio-professionnel et économique, l'un des objectifs du projet Arche. C'est une opportunité pour l'ensemble des garagistes que nous sommes, parce que la mécanique automobile est une science dynamique et nous ne pouvons pas nous contenter sur ce que nous avions appris depuis des dizaines d'années pour dire que nous pouvons donner satisfaction aux automobilistes. Ce projet H que le gouvernement a initié nous apporte un de plus. Nous avions acquis beaucoup de notions. Les bénéficiaires de la présente formation se chargeront de la dupliquer dans leur région au grand bonheur de leur corporation. Lokossa, descendons dans la commune d'Abomey-Calavi où le problème de la qualité des infrastructures routières en République du Bénin demeure persistant. L'état de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé en est une illustration. C'est un véritable calvaire pour les usagers qui l'empruntent. Vous suivez donc maintenant le reportage signé Dorcas Awanga. Complètement dégradé, détaché ou affaissé par endroits, bosses en forme de dos d'âne le long de la voie et gros trous de part et d'autre, voilà l'aspect que présente la piste cyclable de l'échangeur de Godomé. Les usagers soumis à cet état de choses en témoignent. La voie a été dégradée et on remarque qu'il y a également
des dodanes qui sont fabriquées, suite également au poids aussi. Donc il faut revoir parce qu'on a dit que c'est une piste cyclable. Donc il faut que ça soit seulement pour des motos. Donc, il y a également le poids des véhicules également qui agit et qui donne également ces formes de dodanes qui n'ont pas été prévues. Et avec cela maintenant, il y a des insécurités qui peuvent se passer la nuit par exemple. Donc on n'est pas en sécurité en empruntant cette piste-là. La voie au niveau de l'échangeur de Godomé est tellement dégradée. On sent des douleurs. Si on ne prend pas la voie, on sent des douleurs partout. D'environ 565 mètres de long, cette voie est destinée à permettre de rallier Cotonou à Abomey-Calavi via le trafic local. Pour certains usagers, la vétusté de l'infrastructure est à la base de cet état. Je pense qu'on a fait cette voie, ça fait tellement longtemps et c'est pourquoi l'état de la voie est tellement dégradé. C'est comme ça maintenant. Bon, je vois que ça fait au moins 3 ans et quelqu'un. Parce que cette voie-là, vraiment, l'expérience que moi j'ai fait sur cette voie-là, vraiment, je vois que l'étude de sol qu'ils ont fait là, vraiment, qu'ils n'ont pas bien fait l'étude de sol de cette voie. Parce que plusieurs fois, ils ont venu préparer ça. S'il peut au moins 2 fois maintenant, c'est toujours comme ça. Il lance donc un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette voie. Je lance un appel au projet qui traite de la route également, de pouvoir y penser également à la réhabilitation de cette voie-là. Et j'invite sincèrement les autorités à penser par rapport à la voie, comme ils pensent à d'autres voies dans les pays, pour que cela soit amélioré d'ici peu. Il peut enlever tous les pavés et faire bien l'étude de sol de ça, avant de faire ça. Parce que chaque fois, s'il fait ça là, c'est le problème là qui se pose. La réalisation de cette infrastructure, fruit de la collaboration entre la Chine et le Bénin, a coûté 12 milliards de francs CFA. Elle a été ouverte à la circulation en 2011. À présent, hors de nos frontières, en Europe, avec la découverte du variant Omicron, plusieurs pays songent à rendre la vaccination obligatoire à leurs citoyens. La discussion doit être lancée selon Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Les précisions. Réfléchir à la vaccination obligatoire pour enrayer la flambée de l'épidémie. C'est la recommandation faite par la présidente de la Commission européenne aux pays membres de l'UE. Je pense qu'il est compréhensible et approprié d'avoir cette discussion maintenant. Comment pouvons-nous encourager et potentiellement penser à la vaccination obligatoire au sein de l'Union européenne? Cela doit être discuté. Cela nécessite une approche commune, mais c'est une discussion qui, je pense, doit être menée. La décision a, elle, déjà été prise par l'Autriche, où une loi devrait imposer la vaccination de la population adulte dès le 1er février prochain. En attendant que l'obligation vaccinale se concrétise, Ursula von der Leyen assure que tous les Européens entièrement vaccinés pourront bientôt recevoir leur 3e dose de rappel. Nous aurons 360 millions de doses de vaccins à ARN messager qui seront livrées d'ici la fin du premier trimestre 2022. C'est suffisant pour que tous les Européens complètement vaccinés reçoivent une dose de rappel. C'est une bonne nouvelle, alors allez-y. Vaccination obligatoire, 3e dose, mais les vaccins utilisés seront-ils efficaces contre le nouveau variant Omicron? D'après l'Agence médicale de l'Union européenne, il faudrait 2 semaines pour savoir si de nouveaux vaccins sont nécessaires. Les faire approuver prendrait alors 3 à 4 mois. Mais en attendant, l'agence estime que la campagne de vaccination doit se poursuivre. Je pense qu'il est très important de continuer à faire passer le message que les vaccins actuels offrent une protection et que nous devons nous assurer que ceux qui sont éligibles pour un rappel reçoivent les doses de rappel. En même temps, nous devons nous préparer au cas où il serait nécessaire de modifier les vaccins actuels. Une déclaration plutôt rassurante, contrairement aux dernières mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé. Ce lundi, l'OMS a prévenu que les caractéristiques d'Omicron pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire, notamment celle apportée par la vaccination. Pendant le même temps, en Turquie, la monnaie s'effondre, les classes moyennes et populaires subissent la crise. Cette année, le livre turc a perdu plus de 40% de sa valeur par rapport au dollar américain. L'effondrement de la monnaie dû à la baisse des taux d'intérêt exigés par le président turc Erdogan. Reportage.
Une relance impressionnante de la croissance en Turquie, mais à quel prix? Depuis quelques mois, Recep Tayyip Erdoğan adopte une stratégie économique risquée. L'objectif? Sortir la Turquie de la crise financière qui dure depuis 2018. Pour le président turc, la théorie est simple. Abaisser au maximum les taux directeurs, ces taux d'intérêt fixés par les banques centrales d'un pays. Et ce, malgré la dégringolade de la livre turque et l'inflation élevée dans le pays. Le monde entier sait que je suis contre les taux d'intérêt élevés. Je n'ai jamais été pour, je ne l'étais pas hier et je ne le serai pas demain. Nous avons abandonné la politique monétaire fondée sur des taux d'intérêt élevés pour passer à une stratégie de croissance basée sur les investissements, l'emploi, la production et les exportations. Des mesures financières largement décriées par les experts, par les économistes turcs, mais aussi par la population. Selon eux, la chute de la valeur de la livre affecte gravement l'économie turque, ainsi que leurs conditions de vie. Un dollar vaut maintenant 12,46, presque 13 livres. Cela affecte beaucoup les gens, vous savez, surtout les retraités. Que Dieu nous aide. J'avais juste un peu de livres turcs et j'ai acheté des dollars américains avec. La livre perd de la valeur chaque jour. Alors j'ai échangé mon argent turc en dollars. Je suis désespéré. Alors que la crise économique s'aggrave en Turquie, les manifestations se multiplient. Il y a quelques jours, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans tout le pays. Commerçants, étudiants, opposants politiques, tous demandaient de meilleures conditions de vie, mais ils appelaient également à un changement de gouvernement. Du côté de Moscou, il est mis à disponibilité un bâtiment éco-responsable pour accueillir des artistes du monde entier. Aménagé dans une ancienne usine, ce tout nouveau centre artistique a été inauguré mercredi en plein centre de la capitale moscovite par Vladimir Poutine. C'est sur l'île animée d'Octobre Rouge que se dresse le nouvel espace artistique appelé GES 2, inauguré ce 1er décembre en présence de Vladimir Poutine. GES 2, c'est aussi le nom de l'ancienne centrale électrique construite au même endroit entre 1904 et 1908. Fermée en 2006, elle est ensuite vendue en 2015 à la Fondation d'art contemporain VAC dans le but de devenir un centre artistique et culturel. Sur une superficie de 34 000 m², GES 2 abrite, en plus de différentes salles d'exposition, une bibliothèque, un cinéma, une salle de concert, une aire de jeu, un restaurant et un café, mais aussi une résidence destinée à accueillir les artistes russes et étrangers, ainsi que, comme vous pouvez le voir ici, des ateliers de travail du bois, de céramique, de textile et de métaux. Outre sa composante artistique, GES 2 se distingue également par son exploitation des énergies renouvelables. Ainsi, des panneaux solaires ont été installés sur le toit du bâtiment. De plus, les 4 anciennes cheminées de la centrale électrique aspireront l'air plus pur présent à 70 mètres d'altitude, réduisant la consommation énergétique par un système de ventilation naturelle. Le parking du musée dispose en plus de 8 bornes de recharge de véhicules électriques. Autre élément naturel, 600 bouleaux ont été plantés à l'extérieur du musée et un système d'irrigation interne collecte et filtre l'eau de pluie. Pour annoncer l'ouverture prochaine de GES 2, une sculpture de l'artiste suisse Urs Fischer a été inaugurée devant le musée au mois d'août dernier. Baptisé Big Clay numéro 4, ce morceau d'argile de 12 mètres de haut a suscité une vague de mécontentement parmi les moscovites, parmi lesquels beaucoup y voient un gigantesque tas d'excréments plutôt que le symbole d'une sculpture en devenir. Il y a toutefois fort à parier que cette polémique ne diminuera en rien l'attrait de GES 2, dont la majorité des expositions et des événements seront gratuits et accessibles à 2000 visiteurs à la fois. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benet-eden.tv.